Bien. Alors, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? On a une population, c'est ça qui nous intéresse, une distribution mère, qui a une moyenne mu, une variance sigma 2. Ce qui nous intéresse, c'est au travers d'un échantillon, d'avoir des idées sur mu et des idées sur sigma 2. Pour mu, on a dit, c'est très simple, on va généraliser à la population la moyenne qu'on observe sur l'échantillon. Donc on dit, on prend comme estimateur la moyenne de la population. Et comme estimation, eh bien, c'est la moyenne de ce que j'ai effectivement observé. Alors vous remarquez que j'ai appelé mu chapeau l'estimation, et j'ai aussi appelé mu chapeau l'estimateur. Donc il y a une petite contradiction dans ce que je vous dis, à savoir, je dis, faites bien la distinction entre les deux, et puis j'utilise la même notation. Alors j'utilise la même notation par souci d'économie de notation, et croyez-moi, le contexte permet de faire la différence. Est-ce qu'on est vraiment dans une perspective où le mu chapeau c'est une estimation, ou le mu chapeau c'est un estimateur? Si je suis dans mon échantillon, si je puis dire, eh bien là c'est l'estimation. Si par contre je raisonne sur la procédure, là c'est l'estimateur. Alors maintenant, eh bien, je vais aussi vouloir estimer sigma 2. Voilà. Bien naturel. Alors je vais utiliser le même principe. Je vais dire, ben, c'est pas compliqué. J'ai mon échantillon, je prends la variance de l'échantillon et je dis, ça, c'est la variance de la population. Autrement dit, je généralise. Bien. Alors ça, est-ce que ça marche? Alors, vous vous souvenez, la variance d'un échantillon, en tant que variable aléatoire, on appelle ça grand S2. Alors je calcule l'espérance de grand S2. Pourquoi je calcule l'espérance de grand S2? Je suis avant le tirage et je me dis, quand je prends la variance de l'échantillon, est-ce qu'en moyenne je tombe bien ou pas bien? J'espère tomber en moyenne sur sigma 2. Et ce n'est pas le cas. Ah, c'est joli ça. Vous voyez? Quand je prends la moyenne, quand je prends, pardon, la variance de mon échantillon pour estimer la variance de la population, eh bien, j'ai tendance, regardez, alors c'est pas beaucoup, mais j'ai tendance à sous-estimer la vraie variance. Je n'ai pas une espérance qui est égale à sigma 2, j'ai une espérance qui est égale à n-1 sur n sigma 2. Alors, le n-1 sur n, on pourrait dire en pratique on le néglige. Bon. Il a un rôle très important, et puis surtout, on va le généraliser à des tas de situations plus complexes, dans lesquelles on a toujours tendance à sous-estimer les variances. Alors ça, c'est un résultat, on peut dire, bah voilà, ça se démontre, vous pourriez le démontrer, ça se démontre. Maintenant, est-ce qu'on peut en avoir l'intuition? Alors évidemment, c'est un peu fort de dire ça, puisque je vous ai dit, l'intuition, c'est de dire, je prends la variance de l'échantillon, je la généralise, ça c'est une intuition. Alors maintenant, regardons de plus près ce que nous faisons. Regardons de plus près ce que nous faisons. Quand je prends la variance de la population, donc c'est les écarts à mu. Bien. Maintenant, je suis dans l'échantillon. J'ai mes différents xi là. Pour avoir une idée de la variance, il faudrait que je fasse les écarts à mu. Mais mu, je ne le connais pas. Donc j'estime mu par x bar. Bon, ça ne change rien. Si, parce que le x bar, je ne le choisis pas n'importe comment. X bar, il est très particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, x bar, c'est le point qui justement minimise la somme des carrés des écarts. C'est ce qu'on a vu hier, vous vous souvenez? Donc je prends une référence qui n'est pas mu, parce que mu je ne le connais pas, je prends une référence qui est pile poil celle qu'il faut pour mon échantillon. Et voilà pourquoi j'ai tendance à sous-estimer la variance de la population quand je prends la variance de l'échantillon. C'est que je prends des carrés d'écart par rapport à une quantité, la moyenne, qui est très bien ajustée à mon échantillon. Vous voyez, je triche un peu d'une certaine manière. Alors, le coût de ceci, c'est que j'ai un estimateur ici, S2, qui est biaisé. Alors, ce n'est pas un problème. Si cet estimateur est biaisé, on va le débiaiser. Et c'est pour ça qu'on introduit le S'2. Qu'est-ce que c'est que S'2? C'est NS2 sur N-1. Ce qui revient à prendre la somme des carrés des écarts ici, xi moins x bar, qui est la base du calcul de la variance, mais au lieu de diviser par n, je divise par n-1. Alors maintenant, j'ai S'2, et si je recalcule maintenant l'espérance de S'2, alors je tombe sur sigma 2. Bon, alors ce raisonnement est important, parce qu'il va revenir de très très nombreuses fois
parce que de très nombreuses fois, on va avoir tendance à sous-estimer des variances, donc il y aura un terme correctif. Premier point. Deuxième point, il est important aussi, alors là c'est peut-être un petit peu intellectuel, de dire on ne peut pas quand même prendre n'importe quelle caractéristique de l'échantillon et la généraliser pile poil à la population. Il faut s'entourer de certaines précautions. C'est une très bonne base de départ. C'est une très bonne base de départ. Mais il faut s'entourer de quelques précautions. Vous, dans la vraie vie, pour 99% d'entre vous, vous n'aurez qu'à utiliser des estimateurs qui sont donnés par la littérature, donc il n'y aura pas de souci. Vous avez estimé une variance, vous prenez S', point, c'est terminé. Le 1% d'entre vous, et c'est peut-être 1 pour 1000, ils seront dans des situations particulières où il faudra construire eux-mêmes les estimateurs. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Mais là, c'est vraiment pas du ressort des utilisateurs que nous sommes. Bien. Alors, que signifie cette écriture? Ça signifie que pour estimer sigma 2, donc l'estimation sigma 2, sigma chapeau carré, donc, je prends S'. Et puis l'estimateur que je désigne par la même notation, eh bien, je prends majuscule S' carré. Voilà. Alors, n-1. Voilà, on va parler de n-1 avant la pause. Alors, n-1, c'est ce qu'on appelle un nombre de degrés de liberté. C'est un nombre qui est associé à une somme des carrés. Ça, c'est quelque chose qui est un peu technique, mais qu'on va retrouver tout le temps. En statistique, on va utiliser à de nombreuses reprises, alors de nombreuses reprises, je crois que c'est quasiment tous les cours, des sommes de carrés. Bien. Et à ces sommes de carrés, c'est des sommes de carrés d'écart entre des variables aléatoires et une référence. Ici, la référence, c'est la moyenne, mais ça peut être autre chose. Bien. À ces sommes de carrés d'écart, on associe un nombre qui est le nombre de degrés de liberté. Alors, qu'est-ce que c'est le nombre de degrés de liberté? Je vous demande un petit peu d'attention. On va très bientôt faire la pause. Ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est un point un peu délicat. Ça correspond... Il faut que vous soyez un petit peu plus silencieux. Ça correspond à la notion usuelle de degré de liberté. J'ai une somme de carrés. J'ai combien de termes? N. Est-ce que je peux choisir ces n termes indépendamment? Non. Pourquoi ça? Eh bien parce que dès l'instant que je calcule des xi moins x bar, je sais que la somme des xi moins x bar vaut 0. Donc autrement dit, j'ai bien n termes, mais dès que j'ai les n moins 1 premiers, le dernier, je le connais. Eh bien le nombre de degrés de liberté, c'est ça. Première définition que je vous donne, c'est le nombre de termes que je peux fixer indépendamment. Première définition. Degré de liberté associé à une somme des carrés, d'écart, c'est le nombre de termes que je peux fixer indépendamment. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est de dire, eh bien, c'est le nombre de termes diminué du nombre de relations entre ces termes. Alors ici, j'ai bien n termes, j'ai une relation entre ces termes, parce que ces termes, c'est pas n'importe quoi, c'est des écarts à la moyenne, et dès l'instant que je considère des écarts à la moyenne, je sais que la somme de ces écarts à la moyenne, eh bien, je sais que cette somme, elle est nulle. Voilà. Donc cette notion de degré de liberté qui arrive constamment en statistique, eh bien, cette notion de degré de liberté, finalement, elle n'est pas très loin de la notion de degré de liberté au sens usuel. On en était à l'idée que pour estimer la variance d'une population, eh bien, on ne prend pas exactement la variance de l'échantillon, on prend quelque chose qui en est très proche, mais un petit peu différent. Il suffit tout simplement de diviser par n-1 et non pas par 1 sur n. Alors, est-ce qu'on peut dire des choses sur la loi de S2? Non. On ne peut pas dire des choses sur la loi de S2. Alors, lorsque les xi suivent une loi normale, alors on a un résultat concernant la variance. La variance, elle est en sigma 4 sur n-1. On retrouve l'idée de convergence. C'est-à-dire que cette variance ici, elle dépend, bien sûr, de l'hétérogénéité de la population, mais surtout, on peut la diminuer dès l'instant qu'on prend un échantillon de taille suffisamment grande. Donc ça, c'est bien. À vrai dire, cette formule, on n'en a pas besoin en pratique. Par contre, ce résultat, on en a beaucoup besoin en pratique. On ne connaît pas la loi de NS2, mais on connaît mais on connaît la loi de NS2 sur sigma 2. Bon. Alors vous pourriez me dire, mais je ne comprends pas, vous venez de dire qu'il faut calculer S'. Oui, mais
ns2, c'est rigoureusement la même chose que n-1 s'2. En fait, ce qu'on appelle ns2, là, c'est tout simplement la somme des carrés. Eh bien, cette somme des carrés, si je la divise par sigma 2, ça suit une loi qui est bien répertoriée. Cette loi qui est bien répertoriée, c'est la loi du Qui2. La loi du Qui2, en fait, c'est une famille de lois, et cette famille de lois, eh bien, elle dépend d'un paramètre qui est appelé justement le nombre de degrés de liberté. Et le nombre de degrés de liberté du Qui2, c'est le nombre de degrés de liberté de la somme des carrés qui est utilisée. Alors, je vous ai bien défini ce qu'était le nombre de degrés de liberté de cette somme des carrés. Eh bien, on le retrouve dans la loi du Qui2. Donc, on va être amené à utiliser ceci, à savoir que la loi de somme des carrés des xi moins x bar divisé par sigma 2, ça suit une loi connue. Ça va nous être très utile par la suite. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du dernier cours, je vous avais introduit la variance. Et puis sur un petit exemple, moins 1, 0, 1, je calcule la variance qui vaut 0,8, 2 tiers. Et puis je regardais dans Excel, et puis je m'aperçois que bien la variance, elle vaut 1, alors qu'ici, moi, je calcule 2 tiers. Alors, il y a quelquefois quelques petits ajouts dans ce que je vous présente par rapport à ce que vous avez sous les yeux. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a juste quelques-uns. Alors, maintenant, je pense que vous avez l'idée d'un petit peu de ce qui se passe. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut lire ici par variance de l'échantillon, en fait, c'est le 1 sur n-1. C'est-à-dire, c'est l'estimation de la variance de la population. Vous voyez? Dans Excel, ils mettent variance d'échantillon. Eh bien, en fait, ce qui est écrit ici, c'est l'estimation de la variance de la population. Autrement dit, au lieu de diviser par 3, on divise par 2. Donc 2 divisé par 2, ça donne 1. Voici pourquoi on a 1 ici. Donc voilà un petit peu l'explication pour Excel. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres endroits où vous êtes souvent vous posez la question, est-ce que la variance qu'on me donne, elle est en 1 sur n ou 1 sur n-1? Eh bien, quelquefois, vous êtes obligé un petit peu de vérifier, parce que, bon, je vous en donne un exemple ici, mais ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Vous serez peut-être amené à utiliser des fonctions de variance dans Excel. Eh bien, sachez que ce que nous, on appelle écart type, c'est ce que Excel appelle écart type P. P pour population. Et puis, variance.P, c'est la vraie variance. Alors que ce que Excel appelle écart type tout court, c'est l'estimation de l'écart type de la population. Ce que Excel appelle variance tout court, c'est l'estimation de la variance de la population. Donc souvenez-vous, quand vous avez à calculer, quand vous avez à utiliser la fonction écart type d'Excel, en fait vous avez deux fonctions, écart type et écart type P. Écart type P, c'est les données vues comme une population.